Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale,
émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvue d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Contemplez ces vastes forêts de conifères et cette toundra verdoyante. Un véritable enchantement. Vous pourriez facilement croire qu'il s'agit du Canada, mais détrompez-vous. Nous parlons ici de l'Antarctique, tel qu'il existait il y a 34 millions d'années. Alors, comment ce lieu est-il devenu le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui? Il apparaît qu'une combinaison de la chute des concentrations en dioxyde de carbone et d'importants bouleversements tectoniques a profondément transformé cet ancien paradis exempt de glace en un continent gelé. Il y a environ 50 millions d'années, les niveaux de CO2 atteignaient des sommets impressionnants, oscillant entre 1000 et 2000 parties par million.
Toutefois, à mesure que ces concentrations ont diminué, les températures mondiales ont suivi, ouvrant ainsi la voie à la formation des vastes calottes glaciaires qui dominent aujourd'hui l'Antarctique. Pendant que les niveaux de CO2 s'effondraient, l'activité tectonique jouait également son rôle. La séparation progressive entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique a donné naissance au passage de Drake, facilitant la formation du courant circumpolaire antarctique. Ce courant puissant a agi comme une barrière, empêchant l'air chaud et les courants océaniques de pénétrer cette région et contribuant à maintenir un climat particulièrement froid. Si vous confondez l'Australie et l'Antarctique, ce n'est pas si absurde, ces deux continents formaient autrefois une seule masse terrestre. En revanche, confondre l'Autriche avec l'Australie est bien plus problématique. Et pour couper court aux rumeurs et blagues d'Internet, non, il n'existe pas en Autriche de service d'assistance destiné à ceux qui pensaient se rendre en Australie. Admirez cette splendide plage rose australienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est littéralement précieuse. Ces sables intrigants aux teintes rosées se composent en fait de grenat, une pierre précieuse couramment utilisée en joaillerie. Après avoir analysé ce sable, les géologues ont découvert que les grenats qu'il contenait étaient le plus anciens que les montagnes environnantes. Cela semble paradoxal. En réalité, tout s'explique. L'Australie n'a pas toujours été le continent isolé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Australie et l'Antarctique faisaient partie du supercontinent de Gondwana. L'érosion glaciaire a libéré des grenats, qui ont fini par se retrouver sur cette plage. Ces sables se sont formés à une époque où l'Australie méridionale était plate et soumise à un climat frais, bien avant que les montagnes n'émergent. Si la plupart des grenats sont habituellement emportés, ceux-ci ont une riche histoire, remontant aux roches glaciaires de la chaîne transantarctique. En somme, ce sable rose provient d'une ancienne chaîne de montagnes enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Non seulement la glace de l'Antarctique renferme des pierres précieuses comme le grenat, mais en y regardant de plus près, vous pourriez même découvrir des bâtiments entiers. Cela peut paraître insensé, mais c'est précisément ce qu'a réalisé un explorateur britannique du nom de Chris Brown, qui a mis au jour une structure entière sous la glace. Lors d'une expédition vers le pôle d'inaccessibilité, tout avait pourtant mal commencé. Chris et son fils ont subi une panne d'avion. C'est alors qu'ils ont repéré un buste de Lénine émergeant de la neige. Cet endroit s'est révélé être une ancienne station météorologique. Malgré les températures glaciales, Chris et son fils Mika ont pris grand plaisir à explorer cet endroit unique. Chris s'est fixé un objectif audacieux, conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre. Jusqu'à présent, il en a déjà atteint 5. Vous savez probablement déjà que l'Antarctique est le plus vaste désert de la planète, bien plus étendu que le Sahara ou le Gobi. Pourtant, en dépit de son extrême aridité, ce continent abrite une cascade pour le moins étrange. Située dans les vallées sèches de McMurdo, cette chute d'eau, haute de 5 étages, donne l'impression de déverser de l'hémoglobine. Ce phénomène fascinant porte d'ailleurs un nom évocateur, les chutes de sang. Bien que cette cascade cramoisie puisse sembler étrange, voire inquiétante, son origine s'explique facilement. L'eau qui alimente ce phénomène était à l'origine un lac salé, mais elle a été progressivement isolée du monde extérieur par la formation de glaciers. Aujourd'hui, cette eau millénaire repose à environ 400 mètres sous la surface et a atteint une salinité 3 fois supérieure à celle de l'océan. Chargée en fer, elle ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'infiltre à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, donnant à l'eau sa teinte rouge foncée, semblable à de la rouille. On croit souvent à tort qu'aucune espèce d'insecte ne vit en Antarctique. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai, car un minuscule moucheron, connu sous le nom de Belgica antarctica, y a élu domicile. Par ailleurs, on y trouve également quelques araignées. Ces araignées ne sont pas celles que vous trouvez nichées dans les coins sombres de votre maison. Ce sont des créatures marines qui vivent dans l'obscurité glaciale des profondeurs de l'océan Antarctique. Ces arthropodes étonnants peuvent atteindre une envergure d'environ 50 cm. Comme si leur taille n'était pas déjà impressionnante, elles respirent aussi grâce à de petites ouvertures situées dans leurs pattes. Si l'on vous demande quelle couleur vous associez à l'Antarctique, vous penserez sans doute au blanc, tout comme moi. Cependant, ce continent glacé peut parfois évoquer une tranche de pastèque. Cette neige colorée doit son aspect à une micro-algue robuste appelée Chlamydomonas nivalis. Lors des mois d'été en Antarctique, lorsque les températures remontent, ces algues libèrent des spores aux teintes éclatantes de rouge et de vert, donnant à la neige des couleurs vives et surprenantes. Toutefois,
il est préférable de ne pas s'en approcher. Car cette neige, bien que fascinante, est également toxique et absolument impropre à la consommation. La recherche de fossiles est toujours passionnante, mais quand cela se fait dans l'un des lieux les plus isolés de la planète, l'aventure devient encore plus exaltante. Une équipe de scientifiques pluridisciplinaires a récemment réalisé une découverte exceptionnelle, ramenant plus d'une tonne de fossiles de vie marine ancienne, de dinosaures et d'oiseaux datant de la période du Crétacé supérieur, il y a environ 71 millions d'années. Leur périple a commencé par un vol vers l'Amérique du Sud, suivi d'une traversée de 5 jours du redoutable passage de Drake. Une fois arrivés en Antarctique, ils ont établi leur campement en utilisant des hélicoptères et des bateaux pneumatiques. Vous vous demandez peut-être, pourquoi rechercher des fossiles en Antarctique, malgré la glace omniprésente? En réalité, certaines zones révèlent à des affleurements rocheux selon la saison. L'équipe s'est rendue sur l'île James Ross, située sur la péninsule antarctique, durant les mois de février et mars. Il s'agit d'une période estivale où les roches de cette région, datant parfois de l'ère des dinosaures, sont exposées. L'expédition a porté ses fruits, avec la découverte de plus d'une tonne de fossiles remarquables. Les spécimens seront d'abord transportés au Chili, avant d'arriver au musée Carnegie d'histoire naturelle de Pittsburgh. Parmi ces découvertes, des fossiles datant d'environ 71 millions à 67 millions d'années, comprenant des escargots, des palourdes et diverses créatures marines, témoignent de la richesse de cet ancien patrimoine. Regardez ce ver marin intrigant. On pourrait imaginer qu'il vivrait à Los Angeles et deviendrait la star d'un film d'horreur, mais il préfère les eaux glaciales de l'océan austral, près de l'Antarctique. Ces vers impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et 10 cm de large. Cependant, leur apparence terrifiante est trompeuse. Des études montrent qu'ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Quant à leur tête, ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une gorge rétractable, pourvue de dents, qui leur permet de se nourrir efficacement. L'Antarctique regorge de créatures insolites et quelque peu effrayantes. Laissez-nous vous présenter le Promacocrinus fragarius. Contrairement à Patrick de Bob l'éponge, elle ressemble plutôt à une créature abyssale digne d'un film d'horreur. Imaginez, 20 bras sinueux, certains atteignant jusqu'à 20 cm, ornés de petites bosses étranges. De quoi donner des frissons? Non. En 2014, des chercheurs ont enfoui 34 sismographes sous la neige de l'immense plateforme de glace de Ross, une véritable plaque de glace de la taille du Texas, flottant sur l'océan austral. Ces appareils ingénieux ont capté un bourdonnement presque constant. Bien que ces sons, à très basse fréquence, échappent à l'ouïe humaine, les scientifiques ont réussi à les rendre audibles, et ils ont même partagé cet enregistrement étrange en ligne. Un glaciologue de l'Université de Chicago explique que si ce bourdonnement était perceptible par nos oreilles, il évoquerait une nuée de cigales envahissant un jardin en plein été. Cependant, ces experts des glaciers ne cherchaient pas de son mystérieux mais surveillaient la barrière de Ross, car le réchauffement climatique fait fondre la glace à une vitesse inquiétante, plus rapide encore qu'un sorbet sous le soleil estival. Les plateformes de glace jouent un rôle crucial, un peu comme des bouchons de sécurité, empêchant d'énormes masses de glace de plonger dans l'océan. Mais alors, d'où vient ce bruit incessant? Il est probablement causé par des vents puissants balayant les dunes glacées et générant ainsi des vibrations naturelles. Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace.
Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un deuxième satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un troisième, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'IceSat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace.
Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. Udielala Semiednu Iprotebe, Jupi, Herna, on dit qu'il est plus rapide de rejoindre un astronaute à bord de la Station spatiale internationale que d'évacuer une personne de l'Antarctique en plein hiver lors d'une situation d'urgence. Ainsi, si vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un astronaute sans pour autant être prêt à quitter la Terre, la carrière d'explorateur polaire pourrait vous tenter. Les conditions désertiques qui règnent au pôle Sud sont comparables à celles de Mars. La température la plus basse jamais mesurée y a frôlé les moins 90 degrés. C'est aussi l'endroit où l'on recense le plus de météorites sur Terre. Par ailleurs, durant 6 mois chaque année, le Soleil n'y apparaît pas. Un phénomène comparable à l'obscurité permanente de l'espace. C'est pourquoi la NASA y teste ses robots, élabore les rations alimentaires des astronautes et analyse les effets d'un isolement absolu sur le corps et l'esprit. Les premiers hommes à avoir délibérément passé un hiver en Antarctique y sont arrivés en 1899. Ils étaient 10 à cohabiter dans une cabane en bois de pin dont la superficie équivalait à celle de 2 chambres. Les fenêtres étaient obstruées et le toit, recouvert de peau de phoque, était lesté avec du charbon pour ne pas être emporté par le vent. Malgré des conditions extrêmes, seul un membre de l'expédition a péri. Plus d'un siècle plus tard, cette cabane tient toujours debout et demeure la plus ancienne construction du continent. Aujourd'hui, l'Antarctique abrite plus de 40 stations de recherche actives toute l'année, ainsi qu'une soixantaine d'autres utilisées uniquement durant l'été. Lors de cette période, jusqu'à 5000 scientifiques y séjournent pour mener leurs travaux. Les infrastructures sont bien plus confortables qu'autrefois. Plus besoin de recouvrir les toits de peau de phoque. À l'intérieur, la température conserve un agréable 20 degrés, même lorsque le thermomètre affiche moins 50 à l'extérieur. Cette station respectueuse de l'environnement fonctionne grâce à des éoliennes et des panneaux solaires, produisant ainsi plus d'énergie qu'elle n'en consomme réellement. La station belge Princesse Elisabeth conserve la chaleur grâce à l'énergie solaire,
à la chaleur corporelle et aux équipements électriques. Son revêtement en métal brillant repose sur un socle rocheux, et ses murs, d'une épaisseur de plus de 50 cm, sont composés de 9 couches de matériaux divers, incluant de la laine, du papier et du bois. La station brésilienne Comandante Ferraz est organisée sur 3 niveaux, à l'image d'un hôtel à thème. La section supérieure, haute de 9 mètres, comprend les chambres, les réfectoires et diverses installations garantissant un cadre de vie confortable. La partie centrale, qui s'élève à près de 6 mètres, est dédiée aux expériences scientifiques et aux opérations de maintenance. Le niveau inférieur, d'environ 2 mètres de haut, sert de zone de stockage et de garage pour les véhicules. On y trouve aussi des bibliothèques, des salles de visioconférence et des salons. La hauteur de la station peut être ajustée en fonction des variations de température et de la fonte des glaces, assurant ainsi sécurité et confort aux résidents. Cette conception permet également de limiter son impact sur la faune locale. La station britannique LA6, quant à elle, se distingue par son apparence évoquant un robot de Star Wars. Composée de 8 modules indépendants, elle repose sur de hauts pylônes qui facilitent l'évacuation de la neige par le vent, évitant ainsi qu'elle ne s'accumule au sol. Sa base, conçue comme un ensemble de traîneaux, permet son déplacement lorsque nécessaire. Établie sur un glacier en mouvement qui la pousse lentement vers l'océan, la station doit être régulièrement repositionnée pour poursuivre ses recherches, notamment sur l'atmosphère. C'est la première station scientifique de ce type qui soit entièrement mobile. Certains scientifiques ne résident pas dans les stations de recherche, mais passent plusieurs jours sous des tentes installées sur la glace. Près de la moitié du temps, ils se retrouvent bloqués à l'intérieur, le vent projetant d'épaisses couches de neige qui obstruent la sortie. Selon eux, l'expérience a quelque chose d'extraterrestre. Une question plus terre-à-terre concerne l'usage des toilettes lorsqu'ils explorent l'Antarctique loin des stations de recherche. À moins d'en apporter ou d'en aménager sur place, il n'existe pas de véritables installations. Certains utilisent une tente dédiée, tandis que d'autres érigent des murs de neige ou des igloos pour préserver leur intimité. Tous ces déchets doivent être ramenés avec eux lorsqu'ils regagnent la station. Il est interdit d'abandonner des déchets sur place, conformément au traité sur l'Antarctique, qui encadre les activités humaines dans cette région. Laisser des détritus nuirait à ce fragile écosystème. Ainsi, à la fin de la saison, les déchets sont expédiés vers leur pays d'origine dans des conteneurs spéciaux, afin qu'aucune trace ne subsiste en Antarctique. Les stations disposent de diverses méthodes pour s'approvisionner en eau douce. Autrefois, il fallait pelleter la neige et la glace avant de les faire fondre dans de vastes réservoirs chauffés. Aujourd'hui, l'eau provient essentiellement de lacs temporaires formés par la fonte des glaces, puis stockés dans des bâtiments chauffés. Une station consomme en moyenne entre 10 et 14 000 litres d'eau par jour. Pour en limiter l'usage, les douches sont restreintes à 3 minutes. En période de pénurie, il arrive que les résidents ne puissent se doucher qu'1 jour sur 2, voire sur 3. Construire en Antarctique est une véritable gageure en raison des conditions extrêmes. La neige peut s'accumuler jusqu'à la hauteur d'un bâtiment d'un étage. Les vents atteignent 140 km/h avec des rafales encore plus violentes. Et les températures chutent à des niveaux extrêmes. Le transport n'est possible qu'environ 12 semaines par an, durant l'été. Ce qui étend considérablement la durée de construction des stations, parfois sur plusieurs années. Le stockage du matériel représente un autre défi, faute d'espace et face à un climat hostile. La plupart des matériaux restent dans leurs conteneurs d'expédition, tandis que ceux nécessitant de la chaleur sont placés dans des unités de stockage chauffées. Pour pallier ces contraintes, les architectes conçoivent des structures nécessitant moins de matériaux. La base polaire indienne Bharati en est un bon exemple. Elle est composée de 134 conteneurs maritimes. Ces derniers ont d'abord servi au transport du matériel avant d'être intégrés à la construction et recouverts d'une coque isolante pour garantir une bonne conservation de la chaleur. À l'avenir, il pourrait être possible de bâtir des bases antarctiques sans avoir à importer beaucoup de matériaux. En 2009, David Garcia, de l'entreprise danoise MAP Architect, a imaginé un concept novateur, la station vivante Iceberg. Ce projet prévoit la construction d'une base creusée directement dans la neige compactée ou les icebergs détachés de la banquise, pouvant accueillir une centaine de personnes. Un groupe de scientifiques de diverses nationalités a passé 26 semaines ensemble dans la station de recherche Rottera. Parmi eux, on comptait une paire d'Américains, un mécanicien islandais, quelques Allemands, des Écossais et un Gallois. Ils avaient rarement l'occasion de contacter leurs proches, car les appels via téléphone satellite étaient trop onéreux. Avec pour seule compagnie les membres de l'équipe et peu de distractions, ils passèrent leur temps à discuter,
que ce soit en travaillant, pendant les pauses ou en jouant au billard. Leurs conversations abordaient divers sujets, mais portaient principalement sur la météo et les icebergs. L'anglais était leur langue commune. Au fil du temps, leurs accents ont évolué sans qu'ils ne s'en rendent compte immédiatement. Ils participaient à une expérience consistant à enregistrer régulièrement leur voix en prononçant les mêmes 29 mots de base, comme « food » et « coffee ». Lorsque ces enregistrements ont été envoyés à une équipe en Allemagne, il est apparu que certains mots étaient articulés différemment. Un nouvel accent était en train de naître. L'un des changements observés concernait la prononciation du O long dans des mots tels que « flow » et « disco », qui se forment habituellement à l'arrière de la gorge, mais s'étaient déplacés vers l'avant de la bouche. 6 mois peuvent sembler peu pour un changement linguistique, mais lorsque des individus vivent isolés du reste du monde, de telles évolutions peuvent survenir rapidement. En se parlant constamment, ils mémorisaient les intonations des autres et les reproduisaient inconsciemment. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi l'anglais américain et l'anglais britannique ont fini par diverger. Les passagers du Mayflower ont connu une situation similaire. Leur isolement lors de la traversée vers l'Amérique du Nord a contribué à façonner une nouvelle manière de parler. Si vous souhaitez adopter le jargon des hivernants en Antarctique, voici quelques expressions à connaître. Fodplod signifie ramasser les détritus. FOD étant l'acronyme de Foreign Object Debris, ou reste d'objets étrangers. Une journée ensoleillée avec un ciel dégagé est qualifiée de Dingle Day. Une pause thé ou café se dit smoko. Le verbe gonk signifie dormir. Et notre expression préférée reste Fox Hat, qui désigne une soirée cinéma dans la station. Ce sous-marin élégant et ultramoderne, baptisé RAN, fut envoyé pour explorer les profondeurs de l'Antarctique. Cependant, peu après ses premières découvertes, il disparut mystérieusement. Alors, que s'est-il réellement produit ? Tout a débuté lorsque les scientifiques désirèrent explorer l'un des lieux les plus reculés et énigmatiques de notre planète, la barrière de Dodson, située en Antarctique occidentale. Ce colosse silencieux s'étend sur 50 km de large, soit presque la longueur de New York, entre 2 promontoires glacés, les péninsules Martin et de Bear. Il recèle un monde entier de mystères géologiques. Si vous croyez que l'Antarctique n'est qu'un désert de neige et de glace épaisse, vous vous trompez. De véritables paysages inconnus se dissimulent sous cette couche glacée. La face inférieure de la barrière de Dodson présente un terrain accidenté et dynamique, façonné par les forces lentes et implacables de la nature. On y trouve des formations de glace imposantes, des crevasses profondes et des structures étranges s'étendant sur des centaines de mètres. Les scientifiques sont extrêmement curieux vis-à-vis de ce territoire. Toutefois, comme vous pouvez l'imaginer, cet environnement n'est guère facile à explorer. Pour en apprendre davantage, il nous faudrait scruter la région via des satellites ou tenter de percer la glace pour rassembler, morceau par morceau, l'ensemble du panorama. Hélas, ces méthodes n'ont offert que des indices vagues et incomplets. La véritable percée s'est produite lorsque les scientifiques eurent l'idée d'envoyer des sous-marins pour explorer la barrière de Dodson. Grâce à des submersibles autonomes capables de plonger sous la glace, ils sont capables de révéler ce qui se cache réellement en profondeur. Ces explorateurs robotiques sont équipés de systèmes sonars impressionnants. C'est ce que font les chauves-souris ou les dauphins. Ils utilisent le son pour voir le monde. En résumé, ils émettent des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes frappent un obstacle, comme la barrière de glace au-dessus ou le fond marin en dessous, elles réintègrent le système. Les animaux ressentent le temps que mettent les ondes sonores à revenir et les modifications qu'elles subissent, ce qui leur permet de localiser et d'interpréter leur environnement. Par exemple, les clics que les dauphins émettent leur indiquent où se trouvent les poissons. Nous avons reproduit cette astuce évolutive fascinante et l'avons adaptée à notre exploration sous-marine. Toutefois, notre version est bien plus performante, offrant un niveau de précision accru qui nous permet de créer des cartes 3D détaillées de l'environnement. Le sous-marin RAN faisait partie de ces explorateurs robotisés. Il doit son nom à la déité nordique de la mer. RAN avait été méticuleusement programmé pour naviguer à travers le paysage dangereux de l'Antarctique. Malgré sa formation approfondie, sa mission s'est terminée de manière inattendue et mystérieuse. En 2019, RAN fut envoyé pour explorer les profondeurs sous la barrière de Dodson. Il s'agissait d'un véritable héros, le premier à entreprendre une mission de ce type. L'équipe a décrit cela comme une expédition de l'autre côté de la Lune. Pendant 27 jours consécutifs, il a opéré sans relâche, parcourant 1000 km sous l'épaisse couche de glace.
l'équivalent d'un trajet de Paris à Berlin. Ran a franchi des limites bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. À un moment donné, il a atteint plus de 16 km dans le ventre du glacier. Et ce qu'il a découvert là-bas était stupéfiant. Les scientifiques s'attendaient à des surfaces de glace lisses et uniformes. Mais Ran a révélé un sous-sol marqué par de vastes fissures, des crêtes. Des formations ressemblant à des dunes de sable figées dans le temps. Enfin, il a repéré des motifs mystérieux en forme de tourbillons et de gouttes d'eau. Tout semblait davantage appartenir à l'art qu'à la géologie. Cela raconte en réalité l'histoire des plateformes de glace et de l'océan qui les entourent. L'eau chaude s'infiltre sous la glace et la fait fondre par en dessous. Parfois, elle lisse la glace, mais d'autres fois, elle creuse ses formes étranges et irrégulières, ressemblant à des motifs ou des dessins. Certaines de ces formes sont gigantesques, plus de 400 mètres de long. Cela équivaut à 3 terrains de football et demi. La raison pour laquelle elles ressemblent à des griffonnages tourbillonnants est que la Terre tourne. Cela fait que l'eau se déplace de manière particulière, pliant les formes et dessinant ses spirales. Cet effet porte le nom d'effet Coriolis. Imaginez que vous soyez sur un manège et que vous lanciez quelque chose, comme une balle. Elle suivrait une courbe, et non une ligne droite. Le même phénomène se produit avec l'eau sur Terre. Plus tard, les scientifiques ont découvert des motifs similaires dans d'autres plateformes de glace antarctiques, bien que ceux sous Dodson soient bien plus spectaculaires. Cependant, Ran a également fait une découverte terrifiante. Il s'avère que ces eaux chaudes, en plus d'être de grandes artistes, représentent aussi un grave danger. La barrière de Dodson ne flotte pas paisiblement sur la mer. Elle fait partie d'un système très délicat et agit comme une barrière protectrice, retenue par de vastes glaciers en Antarctique occidentale. Bien que flottante sur l'océan, elle reste connectée à la Terre. Lorsque l'eau chaude s'infiltre et fait fondre la glace, la plateforme ne peut plus maintenir son ancrage à la Terre de manière aussi ferme. La barrière protectrice commence alors à faiblir, ce qui permet aux glaciers situés derrière de s'écouler plus rapidement vers l'océan. Lorsque ces glaciers atteignent la mer, ils y ajoutent de l'eau, ce qui pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer et potentiellement redessiner nos côtes. Ran est tombé sur de vastes poches où la glace fondait à un rythme alarmant, en raison de puissants courants sous-marins. C'était comme voir une horloge s'agiter au sein du glacier. Les enjeux étaient élevés, mais heureusement, le sous-marin était paré. Cette fois, il a réussi à rentrer sain et sauf. Ensuite, il a continué à fonctionner pendant 5 années supplémentaires, aidant les scientifiques avec une quantité impressionnante de données précieuses. Ces missions étaient périlleuses. Il pouvait arriver à Ran de s'enfoncer dans les cavités obscures sous le glacier, passant 24 heures sans communication. Mais il cartographiait chaque sommet et chaque vallée, et il a accumulé de l'expérience grâce à plus de 40 missions sous la glace. Puis, au début de l'année 2024, Ran a entrepris une mission vers le glacier Thwaites. Ses objectifs étaient dès le départ audacieux. Cet endroit est aussi tristement surnommé le glacier de l'Apocalypse. On l'appelle ainsi car il fond lentement et pourrait provoquer une montée des océans du globe s'il s'effondrait, entraînant des catastrophes à grande échelle. C'est pourquoi Ran a été dépêché pour explorer ses profondeurs, un lieu qui n'avait jamais été cartographié avec autant de détails auparavant. L'objectif était de découvrir les secrets du glacier, d'étudier sa fonte rapide et de comprendre pourquoi il se dégradait ainsi. C'était la 2e fois que Ran explorait le glacier Thwaites. Lors de la visite précédente, il était devenu le premier submersible à en cartographier les dessous. Ran s'aventurait à des profondeurs allant de 2 à 500 mètres et il a transmis de nombreuses données sur la manière dont le glacier de l'Apocalypse fondait lentement en raison des courants océaniques chauds. Mais en s'aventurant dans ces profondeurs glacées, quelque chose s'est produit. Sans prévenir, Ran a disparu des radars. Il n'a laissé aucune trace. Un instant, il envoyait des données cruciales, et le moment suivant, il avait plongé dans l'abîme. Aucun signal de détresse, aucune transmission finale. Et il n'est jamais revenu au point prévu. Des recherches intensives ont été lancées. Des hélicoptères planaient au-dessus, tandis que des drones bourdonnaient dans le ciel glacé. Mais aucun signe du submersible ne s'est manifesté sous l'emprise du glacier. Au bout d'un certain temps, les batteries de Ran seraient sans doute épuisées. À ce stade, il avait certainement été englouti par l'abîme sous 450 mètres de glace. Ce fut une grande et triste perte pour l'équipe scientifique.
Les chercheurs de l'université de Göteborg tentent désormais de remplacer Ran et de poursuivre leurs recherches sous le glacier Thwaites. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune certitude sur ce qui s'est réellement produit. Certains pensent qu'il pourrait avoir été piégé sous la glace, tandis que d'autres croient qu'il a été emporté par un courant invisible. Il se pourrait aussi qu'il ait percuté quelque chose d'inattendu. Quelles que soient les circonstances de sa disparition, celle-ci a laissé les scientifiques stupéfaits, et il semble que la barrière de glace continuera de garder ses secrets pour un moment. Au moins, nous avons accumulé un trésor de connaissances grâce au périple de Ran. Les scientifiques continuent d'explorer l'Antarctique, cherchant l'histoire cachée sous la neige. Ils ont ainsi découvert qu'il y a environ 90 millions d'années, une luxuriante forêt tempérée prospérait près du pôle sud. Ils ont révélé un monde ancien bien plus chaud que ce qu'ils imaginaient. Dans les profondeurs de l'Antarctique, ils ont exhumé des racines fossilisées, du pollen et des spores préservés dans le sol. Cela montre qu'une forêt pluviale marécageuse prospérait malgré des mois de nuit polaire. Et toutes ces découvertes modifient notre compréhension du climat terrestre, tant passé que futur. Il n'y a pas grand-chose à faire en Antarctique, à part des travaux scientifiques. Tu pourrais observer la faune, les manchots et les adorables phoques, et tu pourrais voir de temps en temps une baleine nager dans les environs. L'Antarctique est un immense territoire qui n'est habité que par des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier. Ces scientifiques ont creusé un trou à travers une couche de glace assez épaisse en vue d'étudier l'air ancien et la façon dont l'atmosphère se purifie. Ils ont utilisé une foreuse qui leur a permis de creuser un trou cylindrique à 140 mètres sous la surface. Cette glace, à certains endroits, peut être vieille de 800 000 ans et constitue un bon indicateur de ce qu'était le climat par le passé. C'est comme quand on consulte les cernes d'un arbre afin de connaître son âge, sauf que c'est plus compliqué que ça. Après avoir creusé sans difficulté, ils ont décidé de laisser tomber de la glace au fond du trou pour voir ce qui se passerait. Et ils ont entendu des sons vraiment inhabituels. Ils avaient l'impression d'être dans un vaisseau traversant un espace semé d'obstacles, avec de nombreux rochers se fracassant les uns contre les autres. Les sons changeaient à mesure que tombait rapidement le bloc de glace, passant de l'aigu à un son plus grave qui ressemblait à un battement de cœur. Cela a grandement déconcerté nos scientifiques, qui ont jeté un autre morceau de glace dans le trou et ont découvert que le même type de son se produisait, mais avec quelques variations. Ils ignoraient ce qui se trouvait sous la glace et, plus important encore, ce qui produisait ces sons. L'Antarctique compte un grand nombre de volcans dont beaucoup se trouvent sous des couches de glace super épaisses. Les chercheurs ont découvert 91 volcans et affirment qu'il pourrait y en avoir d'autres, ce qui en fait potentiellement la région volcanique la plus étendue du monde. Alors qu'ils effectuaient des travaux de recherche ordinaires, ils sont tombés sur tout un tas de formations souterraines coniques, ne laissant pas place au doute. Certaines de ces formations étaient enfouies jusqu'à 3 km sous la glace. Certains pics faisaient plus de 914 mètres de haut et des dizaines de kilomètres de large. Mais à la surface, tout était lisse et blanc. Il est possible qu'ils aient jeté leur bloc de glace dans le cratère d'un volcan se trouvant sous leurs pieds. Mais c'est peu probable. Même si la présence de volcans souterrains a été découverte par accident, il y a peu de chances qu'ils aient installé leur base directement au-dessus de l'un d'eux. Plus vraisemblablement, ils travaillaient dans une zone où l'étude des climats anciens est plus facile et moins dangereuse qu'ailleurs. Ils collectent des échantillons de glace et les étudient dans un laboratoire. Un peu comme d'autres découvrent un insecte préhistorique incrusté dans de l'ambre depuis des millions d'années, nous renvoyant à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Mais au lieu de petits insectes, ces scientifiques étudient la poussière ancienne, les bulles d'air, les sels marins, les cendres volcaniques et tout ce qui peut provenir de l'environnement. Ils peuvent ainsi savoir comment était le climat à une époque donnée. Ces échantillons de glace pourraient montrer que la calotte glaciaire occidentale de l'Antarctique a fondu lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Si c'est le cas, il est probable que cela se reproduise. Cela aurait pour conséquence l'augmentation du niveau des mers qui affecterait les villes côtières et les petites îles isolées. Mais les scientifiques ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils avancent, malgré certaines preuves à l'appui. L'étude d'un échantillon de glace peut prendre une semaine ou un an, selon ce qu'ils y trouvent. Ils écrasent ou font fondre l'échantillon petit à petit. Et comme pour les cernes des arbres, plus la couche est profonde, plus on remonte dans le temps.
Pour étudier les anciennes bulles piégées dans la glace, les chercheurs doivent broyer les échantillons sous une hotte à vide et les en extraire, puis les stocker dans des flacons. Il existe divers instruments et appareils pour l'étude des échantillons de glace, mais comme ils sont très fragiles, toutes les analyses doivent être effectuées dans une salle stérile afin que le matériel ne soit pas contaminé. Les scientifiques doivent porter des combinaisons et des gants et l'air doit être constamment renouvelé. Même quelque chose d'aussi minuscule et insignifiant qu'une empreinte digitale peut anéantir un échantillon. Ils recherchent certains motifs qui leur laisseront entrevoir les changements dans la composition et la température de l'atmosphère. Mais faire tomber un bloc de glace dans un trou n'est pas si grave. S'il émet un son particulier, c'est pour la même raison que le son du klaxon d'une voiture en mouvement est différent de celui d'une voiture à l'arrêt. Le terme scientifique pour cela est l'effet Doppler. Il s'agit du changement de fréquence d'une onde observé quand la distance entre la source et le récepteur varie. Cela ne signifie pas que la fréquence du son change vraiment, elle ne fait que se décaler. Il se passe la même chose avec d'autres types d'ondes, comme celles de l'eau ou de la lumière. Mais pour l'observation de l'effet Doppler, les ondes sonores sont ce qu'il y a de mieux. Donc, quand les scientifiques ont laissé tomber leur bloc de glace au fond du trou, les ondes sonores sont remontées et se sont répercutées sur la paroi du cylindre qu'ils avaient creusé. Voilà pourquoi ils ont entendu un son aussi étrange. N'oublions pas que ce bloc de glace avait voyagé à 140 mètres sous la surface. Les navires pétroliers creusent dans la croûte océanique des trous de plusieurs milliers de mètres. Le forage profond de Kola, en Russie, est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Il s'enfonce à plus de 12 200 mètres sous la surface, et il a fallu presque 20 ans pour atteindre ces 12 km. Juste au-dessous, on n'est qu'à mi-chemin du manteau terrestre. Par rapport à la taille de la planète, ce trou très profond ne fait littéralement que gratter la surface. Il n'était pas fait pour l'extraction de pétrole et il ne se trouve pas dans l'océan. Le forage a été arrêté en 1992 lorsque les ingénieurs ont découvert que les températures étaient de 37 degrés supérieures à ce qu'ils avaient prévu. Ils l'ont donc abandonné et il ne sert à présent plus à rien. Mais c'est le trou le plus proche du centre de la planète que nous ayons jamais creusé. Et le plus effrayant, c'est que certains des ouvriers entendaient des voix venant de l'intérieur. À Beyrouth, au Yémen, il y a un trou ancien au milieu du désert. Il est en fait plus proche d'Oman que de la capitale Sanaa. Ce trou plonge les habitants comme les experts dans une grande perplexité. Contrairement aux trous de Russie et d'Antarctique, celui-ci n'a pas été créé par l'homme. Ou peut-être que si. Il existe depuis de nombreuses années et les habitants s'efforcent de l'éviter. Ils n'aiment même pas en parler, car ils affirment qu'il porte malheur à ceux qui s'en approchent ou à quiconque prononce son nom. Ils prétendent qu'il s'agit d'une prison pour esprit, mais nombreux sont ceux qui rejettent cette thèse. Ce trou fait 30 mètres de large et entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et il s'en échappe aussi des sons très étranges. Mais d'après les scientifiques, ce puits n'est pas ventilé et il n'y a donc presque pas d'oxygène au fond. Ainsi, il est peu probable que quelqu'un ou quelque chose vive à l'intérieur. Des grondements profonds ont été enregistrés dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes en mars 2016. Certains de ces bruits ont même été suivis de ce qui ressemblait à des cris perçants. Les chercheurs ont enregistré ces sons en l'espace de quelques semaines à l'aide d'un microphone encastré dans du titane afin que l'immense pression ne le réduise pas en miettes. Et ils l'ont fait descendre extrêmement lentement, car la pression est 1000 fois supérieure à cet endroit qu'au niveau de la mer. Pendant 23 jours, le microphone a enregistré le son des baleines et celui des bateaux, et même le grondement des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas pu déterminer ce qui avait causé ces premiers sons. Ils ne savaient pas si ces bruits avaient une source naturelle ou s'ils étaient produits par les humains. Ils voulaient aussi savoir si ces sons affectaient la vie marine, comme les dauphins et les baleines qui dépendent de l'écolocation. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Les scientifiques estiment que l'océan est environ 10 fois plus bruyant qu'il y a 50 ans. Avec le développement des technologies de navigation, les sous-marins et les constructions sous-marines, l'océan est de plus en plus bruyant avec le temps. Les aurores boréales s'accompagnent elles aussi de sons dont personne ne parle. On les entend généralement au moment où l'intensité des aurores est au plus haut. Les scientifiques ignorent d'où viennent ces claquements et crépitements lointains, mais à l'aide de microphones spéciaux, ils ont pu localiser ces sons à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est plutôt bas. Ils sont en vérité causés par des charges électriques très puissantes dans certaines zones du ciel. Les orages magnétiques, qui sont à l'origine des aurores, viennent perturber l'électricité atmosphérique.
En conséquence, de minuscules étincelles éclatent dans le ciel, ce qui provoque des claquements et ce faible crépitement. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Sahul existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Sahul se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Sahul hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Sahul ne comptait parmi ses mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentaient des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Sahul, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Sahul. Et ce n'était pas un petit périple. Le Sahul était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Sahul comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Sahul et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Sahul entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Sahul a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Sahul. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Sahul. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Sahul, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Sahul n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland,
Une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'1/5 des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argolan s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argolan ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argolan s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenus un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde.
Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Y a-t-il quelque chose de plus exaltant que de découvrir des endroits cachés sur notre planète? Aujourd'hui, nous partons pour un voyage que tu n'oublieras pas de sitôt. Mais couvre-toi bien, il va faire très froid. Tu sautes dans un avion et tu atterris au Groenland, une île recouverte de glace. En guise de bienvenue, tu assistes à ta toute première aurore boréale, également connue sous le nom d'aurore polaire. Tu n'en crois pas tes yeux. Ton guide t'explique que ce phénomène est plutôt rare. Habituellement, les gens passent des jours à essayer d'en apercevoir une. Tu te dis que tu as de la chance et tu prends ton temps pour apprécier ces magnifiques voiles de lumière verdâtre qui dansent devant tes yeux. Par chance, tu as apporté ton appareil photo. Entre deux clichés, tu apprends que les aurores boréales sont le fruit d'événements plutôt violents. C'est l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère de la Terre qui produit ce spectacle extraordinaire. Le deuxième jour, tu continues ton exploration, mais dans les airs. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais le Groenland est l'une des plus grandes îles au monde. À bord d'un hélicoptère, tu peux cette fois découvrir cet infini paysage de glace. Au cas où tu serais curieux, tu es en train de survoler 1,7 million de kilomètres carrés de glace épaisse. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, en bas ? On dirait une famille d'ours polaires. Il ne faut pas trop s'en approcher, bien sûr. Les conditions climatiques au Groenland sont certainement très difficiles pour les humains, mais certaines espèces animales se portent très bien sur ce territoire. Voici des rennes, des loups et des renards arctiques. En chemin vers le Groenland, tu as probablement fait une escale à Copenhague. Le Danemark est l'un des rares pays à proposer des liaisons régulières avec cette île. Tu l'ignorais auparavant, mais elle appartient en fait au royaume du Danemark. Sur une carte, tu la trouveras entre les océans Arctique et Atlantique. Tu as de la chance, car ton pilote, qui connaît bien la région, te fait part de quelques secrets concernant ce paysage. Sous sa surface blanche de 3,2 km d'épaisseur, se trouve un monde complètement différent. Un monde plein de canyons, de cratères sculptés par des météorites et de fossiles végétaux millénaires. Tu es impatient d'aller découvrir chacun de ces endroits. Mais bien sûr, tu devras faire appel à ton imagination, car tout est caché sous la glace. Crois-le ou non, près de 80% de la surface de l'île en est recouverte. Ton premier arrêt est le Grand Canyon du Groenland. Tu atterris non loin, quelque part dans la partie nord de l'île. Tu sais peut-être que les canyons sont des vallées profondes et étroites aux parois abruptes. Mais je parie que tu ne savais pas que le mot canyon vient de l'espagnol cañón, qui signifie tube ou tuyau. Ce Grand Canyon présente quelques similitudes avec celui des États-Unis. Tout d'abord, en termes de taille, il fait au moins 750 km de long et jusqu'à 800 mètres de profondeur à certains endroits. Une véritable vallée sous glaciaire. Et si tu te poses des questions sur son origine, eh bien, le canyon a probablement été formé par un cours d'eau avant que la glace ne prenne le dessus. Et oui, le Groenland n'a pas toujours été recouvert de glace. Cette île, autrefois, était verte. Nombreux sont les endroits sur Terre qui, s'ils sont aujourd'hui glacés comme l'Antarctique, furent jadis tout à fait verdoyants. Les scientifiques ont découvert qu'à une certaine époque, le Groenland était en grande partie exempt de glace. Grâce à un radar aéroporté, ils ont fait quelques trouvailles étonnantes. Au fait, les radars ne peuvent pas détecter la glace. Si tu as du mal à le croire, essaye de mettre un glaçon dans ton micro-ondes. Il ne fondra pas. La récente découverte de plantes fossilisées a permis aux chercheurs de savoir que le Groenland était jadis beaucoup plus chaud qu'on ne l'imaginait. Lors d'une exploration conduite en 2021, des scientifiques de l'Université du Vermont ont trouvé des fossiles de brindilles et de feuilles, ce qui les a fortement déconcertés. Ils s'attendaient à découvrir du sable et des roches dans la couche de glace la plus profonde. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé des preuves d'une flore abondante. Avec tout ce que tu as pu voir du paysage, il te sera difficile de croire qu'il y avait autrefois des forêts ici. De nos jours, la végétation du littoral groenlandais est principalement constituée de toundra. Et c'est à peu près tout. Mais d'après le matériel génétique découvert dans ces plantes fossilisées, les chercheurs pensent que l'île était bien plus verte autrefois. Il est même probable que des forêts y abritaient des insectes et que des papillons et des coléoptères y volaient par millions. La température moyenne sur l'île variait de 10 degrés en été à moins 17 degrés en hiver. Les appareils de l'opération Icebridge de la NASA ont survolé le Groenland plus de 100 fois. Cela leur a permis de créer des cartes en 3D du territoire et de déterminer l'âge de chaque couche de glace de sa calotte. Les calottes glaciaires peuvent nous aider à résoudre de nombreux mystères, car elles se forment sur des milliers d'années.
Elle consiste en des couches de neige venant recouvrir d'autres couches de neige. La neige se tasse pour former de la glace qui, à son tour, va former ce que nous appelons une calotte glaciaire. Et ces fossiles dont nous parlions, on pense qu'ils datent de l'Éhémien, période que l'on situe entre 130 000 et 115 000 ans avant le présent. Selon les images 3D obtenues par la NASA, nous pouvons deviner 3 périodes climatiques distinctes au sein de la calotte glaciaire. La couche la plus élevée est assez plate et uniforme. Si tu décidais de creuser un peu plus profondément, tu tomberais sur la couche qui s'est formée pendant la dernière période glaciaire. Elle est plus complexe et accidentée. La glace y est plus sombre qu'à la surface. Si tu laisses ton esprit vagabonder, tu peux imaginer à quoi ressemblait cette partie du monde lorsque les mammouths s'y promenaient. En continuant à creuser, tu finiras par trouver des restes de glace de l'Éhémien dont je t'ai parlé. Mais on n'a pas découvert que ces extraordinaires canyons sous la glace. Si tu pouvais jeter un œil sous toutes ces couches de neige, tu verrais une impressionnante chaîne de montagnes, mais aussi de magnifiques fjords. En 2017, des scientifiques ont créé une carte représentant le Groenland sans toute sa glace. On y découvre une dépression en forme de cuvette en plein milieu de l'immense île. Cette dépression était très probablement jadis un lac. Tout autour se dressaient des chaînes de montagnes. Ce paysage ressemblait sans doute à la Patagonie moderne. Des hautes montagnes aux sommets enneigés entourant des lacs cristallins. Cet ancien lac du Groenland est une véritable merveille. Sa fosse est aussi grande que les États de Rhode Island et du Delaware réunis. On pense que le lac occupait plus de 7000 km² et, à l'époque, au moins 18 cours d'eau différents l'alimentaient. Ces eaux bleues et limpides devaient être magnifiques, et glaciales bien sûr. Si l'on souhaitait y faire un petit plongeon, la prudence était de mise. À certains endroits, ce lac atteignait une profondeur de 243 mètres. Le 3e jour de ton aventure, tu découvres un véritable parc aquatique sous la glace. Alors que vous vous promenez, ton guide te dit de faire bien attention aux fissures qui se trouvent sur la surface. Ce sont ces fissures qui ont causé la formation d'un réseau lacustre complet. Les eaux de fonte et de pluie coulent dans les fissures de la glace jusqu'au lit des rivières. Le résultat, un paysage de lacs et de ruisseaux cristallins aux reflets de joyaux. Les chercheurs estiment qu'il existe environ 60 petits lacs sous glaciaire. Et oui, ce sont bien de vrais lacs. Mais l'une des particularités cachées les plus impressionnantes de cette île est peut-être ce cratère de météorite. Sous le glacier Hiawatha, tu trouveras un cratère d'impact de 30 km de diamètre, assez grand pour engloutir la ville entière de Washington. Apparemment, un astéroïde de fer d'1 kilomètre de large est entré dans l'atmosphère de notre planète il y a au moins 100 000 ans et a choisi d'atterrir au Groenland. S'il y avait eu quelqu'un pour voir ça, le spectacle aurait été saisissant. Une boule de feu blanche et incandescente fendant les cieux à une vitesse incroyable. D'après les scientifiques, s'il a atterri sur la calotte glaciaire, il a certainement vaporisé toute l'eau et la roche qui s'y trouvait. Une personne se tenant à des centaines de kilomètres du point d'impact aurait entendu un coup de tonnerre assourdissant et essuyé des rafales d'une violence cyclonique. Mais ce n'est pas étonnant. Les météores entrent dans l'atmosphère terrestre à une vitesse moyenne de 72 400 km/h. À titre de comparaison, cela représente 2,5 fois la vitesse d'une navette spatiale. Forcément, ça va faire du bruit et former un immense cratère.